Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans Question d'actu. Le sommet de la tripartite tenu en début de semaine entre les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye au palais présidentiel de Carthage à Tunis marque un moment significatif dans les relations intermaghrébines. La convergence de ces trois leaders, Abdelmadjid Tebboune, Kais Saied et Mohamed Younes El Menfi, témoigne de la volonté de renforcer la coopération et la coordination entre les pays du Maghreb. Cette réunion intervient dans un contexte régional et international marqué par des défis économiques et sécuritaires, ainsi que par des enjeux géopolitiques majeurs qui nécessitent une action collective et concertée. Ces trois pays partagent des liens historiques et profonds et font face à des défis communs, mais également à des opportunités de collaboration pour promouvoir la stabilité, le développement et la prospérité dans la région. Dans cette émission, nous allons explorer les dimensions politiques, économiques et géopolitiques de cette coopération tripartite. Et pour en parler, nous avons avec nous Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant sur les questions économiques pour Canal Algérie. Vous êtes aussi maître de conférence en économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Kamel Moussari, bonsoir. Consultant sur les questions internationales de la chaîne également et directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous dans cette émission. Et nous avons avec nous depuis Tunis, monsieur Rafat Bib, bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique et maître de conférence à l'université de la Menouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir sur ce sommet tripartite qui a réuni l'Algérie, la Tunisie et la Libye samedi dernier avec Ahmed Bouarba. Dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe et un monde qui évolue en bloc, l'intégration maghrébine s'impose plus que jamais. C'est dans cet esprit que l'Algérie, qui mène des efforts soutenus pour relancer l'action commune dans la région du Maghreb, veut renforcer la coopération avec la Tunisie et la Libye au service des intérêts des peuples de la région. L'Algérie a pris les devants en lançant une série de projets pour créer une intégration économique en Afrique du Nord. Cela reflète la volonté du président de la République qui avait insisté à maintes reprises sur la nécessité de créer une instance maghrébine avec un cadre institutionnel, à l'instar des organisations des pays de l'Afrique du Centre et l'Ouest. La volonté d'organiser cette réunion a été exprimée lors du sommet du gaz organisé en Algérie en mars dernier, qui s'est traduite par la mise en place d'un mécanisme de consultation et une coordination entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il ne s'agit pas seulement d'une coopération économique, il est question d'un échange culturel en impulsant une dynamique diplomatique et en associant les forces vives pour booster la coopération entre l'Algérie et les pays voisins. Il s'agit aussi d'unifier les positions de ces pays sur plusieurs questions régionales et internationales, sans exclure aucune partie, tout en faisant face à toute menace d'ingérence étrangère. L'Algérie joue un rôle pivot. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie ont connu ces dernières années une dynamique importante qui s'est traduite par l'initiative algérienne de lancement de projets intégrés avec la création prochaine de la zone de libre-échange, de quoi offrir des perspectives de coopération prometteuses. La première réunion consultative regroupant l'Algérie, la Tunisie et la Libye incarne la volonté de ces trois pays à unifier et intensifier leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires et économiques. L'Algérie joue un rôle clé salué par la plupart des pays du monde et par des organisations internationales et régionales. Nous devons faire face à toute ingérence étrangère qui menace la stabilité et le développement économique. Nous disposons dans la région du Maghreb de potentialités importantes. Dans ce cadre, l'Algérie est un pays stable qui regorge d'atouts importants appelés à jouer un rôle clé dans la région pour concrétiser l'intégration maghrébine. L'engagement de l'Algérie en faveur de l'intégration maghrébine est illustré par les nombreux projets de partenariat stratégique dans le lancement prochain de 5 zones franches avec ses voisins au service d'intérêts communs. L'attachement sincère de l'Algérie à cette démarche traduit la volonté de relancer l'action commune dans le cadre du Maghreb arabe afin de répondre aux intérêts et aspirations des peuples de la région.
Alors, concertation, coopération, intégration maghrébine, ces 3 pays ont déjà tenté par le passé de se réunir pour créer ce front commun, pour un avenir commun. Monsieur Rafat Bib, dans quel contexte aujourd'hui s'inscrit cette réunion ? Eh bien, le contexte, on peut le qualifier de composite, ça veut dire qu'il y a énormément de configurations qui entrent en jeu. D'abord, il y a les menaces, telles que par exemple les vagues humaines qui sont en train de venir du Sahara Sahel et qui mettent en péril parfois la sécurité dans certaines régions de nos pays, notamment en Libye et en Tunisie, mais il y a aussi le rapprochement et le renforcement de l'axe Al-Mouradi à Carthage, qui a commencé à peser de manière très significative dans les configurations géopolitiques de la région. N'oublions pas que cette initiative vient et s'inscrit aussi dans une optique qui repose sur le succès qui a été remporté par la coopération militaire et sécuritaire entre la Tunisie et l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Et là, on peut se féliciter qu'il y a eu quand même un véritable succès dans cette lutte contre les derniers groupes armés dans la région frontalière entre la Tunisie et l'Algérie. Et ça a été le fruit d'une véritable coopération très soutenue entre les deux armées et les deux services de sécurité dans les deux pays. En plus, la Libye aujourd'hui a besoin de l'apport de la Tunisie et de l'Algérie. Nous savons qu'en Libye maintenant, il y a des projets de déstabilisation, de fragmentation du territoire national libyen. Et là, la Libye n'a trouvé dans la région aucun soutien pour la défense de la souveraineté de ce pays, pour l'unification de son armée et de ses services de sécurité, à part la Tunisie et l'Algérie. Bien sûr, il y a d'autres considérations énergétiques, le rapport avec l'Europe, les pressions qui sont exercées sur la Tunisie pour qu'elle devienne, à l'instar de la Libye, une zone de rétention des migrants clandestins et l'édification de camps de concentration pour ces migrants subsahariens. Donc tout ça a fait de sorte qu'il y a eu une mise en synergie des politiques de chaque pays afin d'unifier et aussi de renforcer la position de tous nos pays face aux pressions européennes, mais aussi à d'autres projets dans la région. Et je pense qu'on va en parler. Je parle essentiellement de la volonté de l'entité sioniste de mettre pied dans le Maghreb arabe. Alors justement, l'Union du Maghreb arabe, ça a toujours été un projet qui est resté un peu lettre morte. Aujourd'hui, on essaie de redessiner une nouvelle carte du Maghreb uni avec cette concertation et qui reste ouverte bien sûr à d'autres pays. Pour le moment, on ne peut pas éventuellement évoquer la fin du LUMA. Donc c'est vrai qu'il est gelé depuis... c'est ravivé donc... Non, c'est une autre forme de concertation. Pour le moment, on ne connaît pas exactement la définition ou bien la dénomination exacte de ce rassemblement. Pour le moment, nous sommes dans une étape de consultation. On essaie de chercher le moyen, le mode operandi et comment faire en sorte à ce que ce rapprochement se transforme d'abord concrètement une alliance ou bien une zone, enfin une plateforme de concertation permanente. Parce qu'il faut rappeler que dans la déclaration finale, à l'issue du sommet de Tunis, il y a eu quand même la volonté, a été soulignée de justement créer des commissions, et ces commissions-là vont travailler sur les besoins en urgence, ou bien les plus urgents, ou bien les plus faisables et les plus réalisables des projets. Donc nous sommes il y a des concertations périodiques qui sont prévues. Il y a dans le domaine bilatéral, bien évidemment, mais dans le cadre tripartite, nous sommes dans une situation d'un regroupement embryonnaire. Mais j'aimerais aussi revenir aux conditions qui ont présidé à la création, ou bien aller vers cette démarche. Nous sommes actuellement dans un monde de polarisation. Il y a certes, comme l'a été signifié, dit par votre invité, M. Nava, qu'il y a certes des menaces, mais nous sommes face à des gros groupements qui se constituent un peu partout, notamment dans notre région, où nous avons vu qu'il y a l'Alliance du Sahel, même si cette alliance est un petit peu fragile sur le plan économique et politique et militaire, mais ça pose quand même un problème parce qu'elle sert de plateforme et de pied pour d'autres pays, parce que la question de la déstabilisation, l'ingérence dans les affaires internes des pays a été évoquée à Tunis. Il y a ça, et en plus, nous voyons qu'il y a un monde, l'exemple des BRICS, l'exemple des Quad, le I2 qui regroupe Israël, les Émirats, l'Inde et les États-Unis,
devient aussi une arme ou bien un cheval de Troie pour accéder à des pays ou des régions comme le Sahel, riches par son potentiel humain, riches par son potentiel géologique, par son potentiel économique et surtout par son emplacement géostratégique. Donc nous sommes face à un besoin, il fallait répondre à une réalité internationale. Nous pouvions, parce que ça a été dit d'ailleurs dans la déclaration, qu'on ne peut éventuellement rester à l'extérieur, ou bien loin des groupements, des rassemblements qui constituent dans le monde. C'est le monde nouveau, il est constitué de groupements, d'alliances d'intérêts, plutôt économiques, même si parfois certains pays divergent sur le plan politique. Je cite l'exemple de l'Inde et la Chine, de l'Inde et la Russie. Ils sont dans les BRICS, et l'Inde est en même temps dans le Quad, qui regroupe le Japon, l'Australie, les États-Unis, la Corée, et en même temps, elle est dans le U2. Donc, U, c'est pour les États-Unis, et I pour Israël et l'Inde, États-Unis, Inde, des Émirats. Donc, on voit un petit peu la configuration dans le monde, comment elle se joue. Et ces regroupements sont dans la logique algérienne, constitue un moyen non pas de s'inspirer, mais de les prendre au sérieux. Donc, du moment ils ont pris pied, notamment en Libye, et l'application des Émirats, par exemple, elle est avérée en Libye, comme elle est avérée en Mali, donc il fallait répondre. Répondre comment? On ne peut pas juste aller vers des choix politiques, il faut renforcer cette alliance par des choix économiques. C'est la seule façon à partir de laquelle on peut sécuriser, donner consistance à ce rassemblement, et en même temps le protéger contre les menaces qui sont diverses, le terrorisme, la contrebande, la traite humaine, l'immigration. Ce sont autant d'ingrédients qui menacent aujourd'hui la région, sans parler des ingérences étrangères. Donc aujourd'hui, c'est un peu former un bloc pour développer cet avenir commun. On ne peut pas en parler parce que bloc, sur le plan pratique, il y a certes l'UMA qui existe toujours parce qu'il est jeune et il a ses structures, il a son conseil constitutif par exemple, il existe en tant que tel, mais est-ce qu'il va se substituer, ça n'a jamais été déclaré officiellement, ce regroupement va se substituer à l'UMA, même si on invite d'autres pays à s'y rejoindre. Personne ne peut aujourd'hui officiellement déclarer que l'UMA est mort. Il faut que ça soit une décision collective. Mais cette démarche, elle donne lieu à une nouvelle option parce que l'UMA, par ses mécanismes, ne peut pas répondre aux besoins et aux défis auxquels font face les régions du Maghreb. Alors, il y a eu déjà des tentatives par le passé de créer cette coopération commune entre ces pays. Effectivement, il y a eu déjà d'abord des tentatives de création de cadres de partenariat entre surtout les trois pays, la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Il y a eu une tentative des années 70, après il y a eu une tentative en 1988 entre l'Algérie et la Libye. Donc on peut dire que tellement il y a eu beaucoup beaucoup de facteurs d'intégration entre ces trois pays. Donc ça a été toujours, c'est-à-dire initié pour créer plus d'intégration et plus d'échanges entre les pays du Maghreb en général, en quelque sorte. Mais malheureusement, avec le gel de l'UMA depuis 1995 déjà, donc ça a créé en quelque sorte un vide dans cette région qui est stratégique. Voilà, c'est un vide à combler. C'est un vide, effectivement. Et l'initiative qui est venue maintenant de la part de ces trois pays, lors du GESF, donc l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ce n'est qu'un cadre, bien sûr, c'est un début d'un cadre fédérateur entre ces trois pays pour justement discuter d'éventuels blocs ou bien de groupes d'organisations, pourquoi pas, d'ailleurs qui est ouverte à tous les pays de la région, et cela pour combler ce vide-là et surtout pour se positionner en commun sur la scène internationale. Parce que nous sommes dans un monde, disons, mouvant, mutant, etc. Il y a des bouleversements stratégiques, donc demain il n'y aura pas de place
aux pays qui ne sont pas, c'est-à-dire positionnés stratégiquement et surtout qui n'ont pas construit des alliances stratégiques. Donc c'est pour cette raison les défis multiples que menacent, c'est-à-dire ces pays, surtout la Libye et la Tunisie. L'Algérie, fort heureusement, elle a des institutions résilientes, elle a des capacités de résilience très importantes, il n'est pas déstabilisé. Par contre, il y a eu des tentatives de déstabilisation de la Tunisie. La Libye, malheureusement, on connaît sa situation. Oui. On connaît sa situation. Donc cela a en quelque sorte exigé à ces pays de créer au moins un cadre de concertation, un cadre à développer davantage pour travailler en commun et se positionner en commun sur la scène internationale. C'est ça qui va donner la force à ces pays pour faire face aux différents défis sécuritaires, etc. Donc je pense, même actuellement, par rapport à l'évolution un peu c'est-à-dire aux perspectives géopolitiques mondiales, on parle d'une certaine démondialisation et un retour aux groupements régionaux. Oui. Donc il est impératif pour cette région de se positionner en bloc régional aussi pour défendre ses intérêts. Tous les intérêts, que ce soit politiques, économiques, sécuritaires, etc. Alors justement, M. Rafat Bib, ce genre de concertation entre les trois pays au niveau du Maghreb, quel impact cela peut avoir sur le plan régional? Alors vous aviez parlé en tout début de votre intervention sur les défis sécuritaires. Je pense que c'est la priorité aujourd'hui. Et la Libye, justement, aujourd'hui est instable sur le plan sécuritaire, militaire, institutionnel. Est-ce que cette concertation entre les trois pays peut favoriser justement un meilleur développement pour ce pays et aider à sa reconstruction? Oui, bien sûr, surtout. Oui, bien sûr, surtout que ce qui se passe en Libye, c'est un largage de la communauté internationale, des pays qui ont été à l'origine de l'effondrement de l'État en Libye. Ils ont largué la Libye, ils l'ont laissé tomber. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec la démission de M. Abdoulaye Bathily. C'est une manière de dire non, la communauté internationale, les pays, les puissances qui ont été à l'origine, comme je vous ai dit, de l'effondrement de la Jamahiria, maintenant délaissent ce pays et acceptent le fait que maintenant des sociétés de mercenaires puissent prendre le pouvoir dans ce pays. Donc il faut que pour la Libye puisse reprendre le chemin de la reconstruction de ses institutions, de son armée, de l'unification de ses services de sécurité, il faut absolument qu'il y ait une sorte de front régional susceptible de pouvoir offrir une certaine assurance à toutes les parties prenantes dans ce pays afin qu'il y ait une réconciliation et un cheminement vers des élections et vers la reconstruction de l'État libyen. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce sont les menaces dont la structure n'est pas locale, qui est régionale, qui est transfrontalière. Nous savons pertinemment que les menaces qui nous viennent de la région du Sahara-Sahel sont transnationales, elles sont transfrontalières, elles ont une aire de manœuvre qui est extrêmement importante, qui va du golfe de Guinée jusqu'en Méditerranée, et il s'est avéré depuis quelques années, et ça c'est un constat qui ne peut échapper à personne, à n'importe qui est en train d'étudier ces phénomènes. Ces phénomènes, tels que par exemple la migration clandestine, tels que la prolifération des armes, tels que la violence intercommunautaire, tels que la déstabilisation dans certaines régions du Sahara-Sahel, dans certains pays, et même ça va jusqu'au Soudan, tous ces phénomènes sont interconnectés et ils empiètent dans une certaine mesure sur nos territoires nationaux, et certaines puissances occidentales et certains pays aussi d'Afrique subsaharienne voudraient nous faire porter la responsabilité de cet effondrement sécuritaire, social et économique dans la région du Sahara-Sahel. Et c'est pour ça que nous avons cette responsabilité vis-à-vis non seulement de nos peuples, de nos nations, pour la sauvegarde de notre souveraineté, mais aussi vis-à-vis des autres peuples africains. Nous, en tant que regroupement de ces trois pays, nous devons maintenant
intervenir, avoir une position, négocier avec les États, surtout après le vide qu'a été laissé, comme nous l'avons souligné au début, avec le départ des Français, le départ des prochains des Américains, du Niger par exemple. Nous devons nous remplir ce vide en allant travailler avec ces partenaires africains pour leur dire que nous ne sommes pas prêts à recevoir dans notre pays cette boule de feu qui est en train de dévaler et de venir vers nos côtes. Autre chose, on a remarqué aussi qu'il y a des pressions très importantes sur la Tunisie, par exemple, et sur la Libye. Beaucoup moins sur l'Algérie, par certains pays européens tels que l'Italie, la France, etc., qui voudraient que nos pays deviennent des zones d'implantation des vagues humaines qui viennent du Sahara Sahel. C'est en train de prendre une véritable tournure dramatique pour notre pays et pour le voisin libyen. Parce que, d'abord, pour des raisons économiques et sociales, il nous est totalement impossible de pouvoir intégrer ces gens, mais en plus, on voudrait rééditer l'expérience des Italiens avec l'Albanie en construisant des zones de rétention de ces gens sur nos côtes et permettre à l'Europe de se débarrasser de ce grand fardeau qu'ils estiment être une menace presque vitale pour leur société. Oui. Alors, donc s'il y a ce regroupement, c'est parce qu'il y a eu ce besoin d'agir de commun accord entre les trois pays afin de peser dans la balance et surtout dans l'équation géopolitique dans laquelle s'insèrent justement tous ces phénomènes, toutes ces menaces, tous ces défis sécuritaires dans la région. Je rajouterai un détail qui concerne ce qui se passe en Libye. Juste avant la réunion de Tunis, il y a eu une réunion à Ankara entre la partie turque et la partie égyptienne. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres pays aussi qui voudraient intervenir sur le sol de notre région et qui voudraient peser dans l'équation géopolitique. Et c'est pour ça que nous devons, nous, agir de manière collégiale entre ces trois pays pour pouvoir peser. Sinon, la solution, entre guillemets, qui sera imposée à la Libye et aussi dans l'environnement géopolitique régional du Maghreb sera nécessairement rédigée par des puissances, que ce soit régionales ou des puissances occidentales. Alors on comprend qu'il y a des pressions étrangères, notamment sur la Libye, la Tunisie, comme vient de le dire M. Rafah Tebib. Comment est perçue d'abord, avant d'entrer dans les détails des défis sécuritaires, comment est perçue d'abord cette réunion sur le plan régional et international ? D'abord, il faut rappeler une chose, que ça a été d'abord un besoin. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tentatives et des discussions et des concertations pour aboutir à cette réunion. Et plus de ça, elle a été presque pas précipitée, mais obliger les trois pays à aller vers cette solution, faire ce rassemblement. Oui. Il y avait une nécessité. Oui, parce qu'il y a des défis qui pressants, qui ont poussé ces trois pays à aller vers cette option, notamment ce qui se passe à l'ouest avec les Marocains et Israël. Il y a une menace sécuritaire. Ce qui se produit au Sahel aussi, il y a des menaces sécuritaires. Justement, c'est qu'il y a toujours eu des blocages pour que les pays du Maghreb n'arrivent pas à se réunir. Ça a toujours... Non, il y a aussi, il faut rappeler que les Américains regardent, considèrent le Maghreb comme un bloc. Depuis l'initiative des Eisenstein, Stuart Eisenstein en 1998, le département d'État américain compose avec le Maghreb comme un bloc, mais non pas comme des pays séparés, même s'il y a entre les États-Unis et le Maroc un accord stratégique militaire qui date de plusieurs années. Mais sur le plan économique, le Stuart Eisenstadt, qui était le secrétaire d'État au Trésor, tout financement dans la région doit se faire en incluant les trois pays, notamment la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, à un degré moindre, parce que la Libye était en conflit avec les États-Unis, n'a pas été intégrée dans ce programme. Donc, l'Occident nous observe certes comme un bloc pour les États-Unis. Certes, l'Union européenne a fait des accords avec la Tunisie, les accords d'association de 1996 pour le Maroc et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie de 1996 et l'Algérie à partir de 2005. Donc nous sommes face à des groupements
isolés. Nous étions isolés, c'est-à-dire vous imaginez que si la négociation s'est faite avec les trois blocs en même temps, parce qu'on constitue un excellent marché sur le plan y compris démographique, parce que lorsqu'on revient à l'idée de l'immigration, ou bien la création des centres de rétention, c'était pour filtrer l'immigration et faire en sorte à ce que l'immigrant qui immigre, n'arrive pas, il soit sélectionné. On avait l'Allemagne et la France ont plaidé pour une immigration de qualité, ou qualifiée. Donc et c'est à ce moment-là que c'est l'Algérie qui avait refusé, parce que le problème, faire le filtre à notre niveau. Oui, parce que le problème de l'immigration tel que posé par l'Algérie n'est pas un problème sécuritaire, mais un problème économique. Au lieu que les trois pays servent de zone tampon ou de zone de filtre, de transit à ces émigrés, l'Algérie avait préconisé à ce que d'abord l'Union européenne ou les pays qui souffrent de l'immigration au sang plein investissent dans ces pays-là, parce qu'à l'origine, l'immigration et la pauvreté dans les pays du Sahel, elle a été causée par l'Occident, par notamment la France et les pays qui ont occupé ces régions-là. Nous avons nourri le terrorisme, enfin les Européens ont nourri le terrorisme à travers, d'abord en laissant ces pays appauvris et en apportant et en finançant le terrorisme d'une manière indirecte en payant des rançons. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à Bamako avait révélé que la France, par exemple, elle avait déboursé 17 millions d'euros pour la libération des otages. Imaginez que c'est tout cet argent-là qui va chez les groupes armés, ça sert toujours à déstabiliser la région. Ceci pour répondre à votre question. Vous dites pourquoi et rester toujours déstabilisé. Et on revient aussi, ça c'est une forme d'ingérence. Ce qui se produit au Libye, c'est aussi une forme d'ingérence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Libye est un terrain de confrontation entre puissances. D'un côté, il y a la Turquie, il y a les États-Unis, il y a la France, on voit de l'autre côté les Émirats, on voit aussi, il y a la Russie, malheureusement, même si c'est des pays partenaires avec l'Algérie, ce territoire sert de confrontation parce que c'est un pays quand même important sur le plan des pétroliers, des hydrocarbures énergétiques, et l'avenir de l'Europe dépend de l'énergie du moment que l'Ukraine a créé, la guerre en Ukraine a créé une sorte de dépendance, de recherche de nouveaux marchés qui approvisionneraient l'Europe. Donc c'est pour ça que cette question d'ingérence a été soulignée, a été posée comme problématique. Bien évidemment, on souhaiterait que la Libye retrouve son unité, parce qu'aujourd'hui, la partie libyenne qui présente au sommet représente pour le moment une certaine géographie de la Libye, mais pas toute la Libye. Donc, c'est par là qu'il faudra commencer. Absolument. Est-ce que les deux pays sont capables d'aider la Libye? Donc, c'est pas, ça sera difficile du moment que même les pays du voisinage ils se sont réunis. Il était question à ce que les pays du voisinage constituent un front. Et cette initiative n'a pas été suivie des faits. Il fallait créer une commission quadripartite composée de l'Algérie, du Niger et de l'Égypte et du Tchad. Ces pays-là n'ont rien, parce qu'il y a eu des coups d'État, notamment au Niger. Intégrer la région sahélo-sahélienne. Ce qui a contrarié cette initiative. Alors justement, aujourd'hui, les résultats de cette concertation ne sont pas pour demain. Aujourd'hui, on est dans l'étape de concertation, de réunion pour essayer d'unifier les positions et de surmonter les nombreux défis qu'on a notamment cités. Mais aujourd'hui, c'est important de développer cette culture du dialogue et de coopération durable entre les pays du Maghreb, et qui nous a toujours manqué. Justement, il nous a manqué parce que, comme il a été bien souligné par mes amis tout à l'heure, on est dans un monde de regroupements régionaux. Et si, par exemple, les pays du Maghreb ont négocié l'accord avec l'Union européenne en commun accord, c'est-à-dire si ils ont négocié en bloc, on aurait peut-être gagné beaucoup d'avantages que la négociation bilatérale vis-à-vis de l'Union européenne. Donc il y a d'abord ça, parce que quand il y a une logique maghrébine positionnée stratégiquement pour défendre les intérêts du Maghreb, donc là, on va s'imposer dans la rive sud de la Méditerranée. Et puis, le positionnement, ou bien la construction d'une logique maghrébine souveraine, surtout la souveraineté, est nécessaire, étant donné que toute cette région
recèle des richesses et des ressources très importantes. Et convoitées. Et qui sont convoitées, effectivement. Et maintenant, nous sommes carrément dans une situation d'agression militaire des pays et de déstabilisation des pays pour spolier leurs ressources et leurs richesses. Donc, il faut construire des logiques communes parce que nous avons un destin commun et justement se positionner stratégiquement par rapport à ce que se fait dans le monde. Parce que l'Euro-Asie, par exemple, le Moyen-Orient, l'Europe, etc., ALENA, c'est l'association de libre-échange de l'Amérique du Nord. Donc réellement, l'Amérique latine. Réellement, on parle de la mondialisation, certes, mais cette mondialisation est véhiculée par des groupes régionaux. Ici, ces groupes régionaux qui constituent les forces. Et aujourd'hui, ces groupes, surtout pour notre espace géographique, donc la géopolitique est faite de cette géographie d'abord, de cette proximité, et encore de la profondeur historique, surtout des pays du Maghreb. Donc il y a tout pour construire un cadre permettant à ces pays de gagner. D'ailleurs, l'intégration va permettre de nous gagner 2 à 3% de croissance du PIB supplémentaire, donc 2 à 3 points supplémentaires du taux de croissance du PIB. Donc tout ça, c'est des enjeux stratégiques qu'il faudrait encore continuer à soutenir, ces cadres-là. Sur le plan bilatéral, je pense que les relations sont très bonnes. Avec la Tunisie... il y a eu des accords qui ont été signés lors de la dernière visite du président de la République. Tout à fait, avec la Libye aussi, et sur le plan bilatéral. Donc il y a une très bonne entente. Donc il faut travailler d'un commun accord avec les 3 pays. Et bien sûr, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, donc on aurait aimé construire un Maghreb uni. Mais malheureusement, il y a une partie qui a toujours... C'est la question qui va suivre avec M. Rafat Bib, justement. Qu'est-ce qui a toujours miné cette coopération maghrébine ? On ne vous reçoit plus. Celui de rejoindre l'axe de la normalisation avec l'entité sioniste et la soumission au diktat américain dans cette thématique. Vous savez, les relations internationales, c'est vrai qu'elles tiennent d'abord compte des intérêts, mais aussi elles tiennent aussi compte des valeurs. Et nous, en Tunisie, en Algérie, et on l'a vu en Libye, la position a été très claire à toute forme de normalisation. Et nous savons que le refus de la normalisation et le refus de toute forme de soumission aux politiques de normalisation avec l'antisécessionniste fait partie des choix des pères fondateurs du Maghreb. Et donc, s'il y a eu une partie qui a fait le choix de ne pas suivre ou de sortir de cet accord fondamental, c'est son droit, c'est son affaire, mais on ne peut plus accepter cette inertie. Ça veut dire que le Maghreb est un projet dans lequel il y a des volontés qui doivent être mises en synergie pour pouvoir avancer. Et on ne peut plus attendre. Sincèrement, on ne peut plus attendre. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé lorsque toute la région s'est désolidarisée de la Libye, l'État s'est effondré et on a laissé faire des pays et des puissances qui ne tiennent aucunement compte des intérêts de nos peuples et de notre région. Aujourd'hui, nous devons peser dans la nouvelle donne géopolitique pour la région et s'il y a des pays qui ne veulent pas rejoindre cette dynamique, d'accord, c'est leur droit, on accepte, on respecte, mais nous ne devons pas retarder toute forme de consolidation de cette architecture stratégique pour les peuples d'abord et pour nos nations dans la région. J'attire votre attention sur un fait, et je rejoins là vous deux chers professeurs. Vous savez, l'Union du Maghreb n'est pas seulement un projet politique qui n'a strictement rien à voir avec notre quotidien socio-économique. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années lorsqu'il y a eu d'abord la Covid, puis après il y a eu quelques années de sécheresse.
Ce qui s'est passé entre la Tunisie et l'Algérie a été une forme de coopération fraternelle, mais surtout stratégique, dans le sens où il y a eu de l'échange de l'eau, il y a eu une très grande coopération au niveau de la lutte contre la maladie. Aujourd'hui, il y a un pays dans le Maghreb qui connaît une sécheresse intenable, une sécheresse qu'il n'a pas connue depuis 17 ans. Si on avait un vrai Maghreb, si ce pays-là avait accepté de rejoindre cette dynamique d'unification de nos pays, peut-être qu'il souffrirait beaucoup moins de cette sécheresse. Merci. Alors, on comprend aujourd'hui aussi, on rappelle que nous nous inscrivons, en tout cas cette réunion de concertation s'inscrit dans une démarche inclusive et pas exclusive, mais on comprend qu'il y a bien quelqu'un qui ne veut pas intégrer cette dynamique maghrébine. Non seulement il ne veut pas, mais il la combat. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que cette union qui existait déjà, qui était prometteuse pour les pays du Maghreb, pour les peuples surtout, notamment à travers la libre circulation des biens et des personnes, la création de mécanismes qui permettaient à tous les peuples, aux investisseurs de pays, de pouvoir quand même de créer, d'investir là où ils veulent. Mais ce qui s'est produit, par exemple, il faut rappeler ce qui s'est passé au Maroc lorsque d'un décret, d'un dahir royal, les biens des Algériens, les investisseurs sont rentrés, comme on dit dans l'expression populaire, les mains dans l'air, donc les poches vides. Tous leurs biens ont été saisis, sans parler c'était au premier accroc, et encore après une accusation fallacieuse contre l'Algérie, après les attentats de Marrakech. C'est-à-dire, des terroristes marocains ont commis l'attentat, mais c'est l'Algérie et les Algériens, y compris que ceux qui étaient en vacances, ont subi vraiment le dictat, la terreur du Marzen marocain. Donc c'était déjà... Les Marocains eux-mêmes ont signé l'arrêt presque... ils ont fait entrer l'UMA dans le coma, même si sur le plan politique, on voit le secrétaire général de l'UMA essayer par tous les moyens de le faire revivre. Donc, nous savons aujourd'hui que maintenant, il y a une nouvelle étape. La nouvelle étape, c'est une nouvelle réalité plutôt. Elle est double. D'abord, d'un côté, un État qui a décidé de tourner le dos non seulement au Maghreb, mais d'aller plonger dans les bras, de ramener une menace israélienne à nos frontières, c'est-à-dire aux frontières de l'Algérie et dans la région. Donc, si par exemple les drones israéliens sont en train de combattre le Polisario, ce n'est pas un hasard. Donc, c'était le but et de faire en sorte à ce que cette région se déstabilise depuis 2020, depuis les accords signés, enfin la pseudo-reconnaissance de la marocanité du territoire sahraoui par les États-Unis a donné des ailes aux Marocains pour continuer engager une répression féroce contre le Polisario. Et en même temps, il y a une approche, c'est-à-dire on essaie, parce qu'il ne faut pas laisser les choses comme ça, pour que la Tunisie, par exemple, qui a subi des pressions pour qu'elle reconnaisse Israël, parce que le chantage malsain des Européens pour fournir des aides aux Tunisiens était de l'obliger à entrer avec, d'établir des relations, même indirectes, avec l'État sioniste. Ça a été le cas pour la Libye. On a vu ce qui s'est passé avec Najla Mangouche, qui est parti rencontrer informellement ou informellement, formellement ou pas, le ministre des Affaires étrangères israélien. Donc, il y a eu cette tentative-là parce que Israël, il est important pour elle qu'elle soit présente dans cette région. Et c'est le danger qui nous guette. Et si, par exemple, vous imaginez l'Algérie entourée de pays qui ont collaboré ou bien qui normalisent avec Israël, ça restera un véritable danger sécuritaire pour l'Algérie. Mais heureusement il ne faut pas oublier que la Tunisie, elle a une excellente expérience en matière de drafting, c'est-à-dire le fait de faire c'est une force de proposition. Même si elle était dans une situation difficile, elle reste une force de proposition. Elle a ce qu'on appelle un background, des fondamentaux économiques qui lui permettent de rebondir. Si elle trouve un partenaire comme l'Algérie, par exemple, qui facilite les investissements, elle a de l'expérience dans le domaine agriculture. On voit que les Tunisiens et les Algériens ont essayé de lancer un fonds commun d'investissement pour les régions frontalières pour justement
colmater la lutte ou faire face à la lutte contre l'immigration clandestine, la contrebande et surtout le trafic et les traites humaines, surtout la situation sécuritaire. Donc le projet de GAFSA qui avait été lancé en 2022 est toujours en cours puisqu'il fait partie des projets d'intégration frontalier entre l'Algérie et la Tunisie et qui peut aboutir puisqu'il vise la jeunesse et la jeunesse est elle-même menacée où elle sert de déroir pour la lutte pour le terrorisme, recrutement des jeunes pour la lutte pour le terrorisme et recrutement des jeunes pour la contrebande. Donc si cette région, les régions frontalières bénéficient déjà d'investissements, on fait reculer, du moins on réduit les risques sécuritaires. Oui. Alors justement, il y a d'autres défis auxquels doivent faire face aujourd'hui ces trois pays du Maghreb. C'est aussi les changements climatiques et la sécheresse. Monsieur Rafat Habib en a fait référence. Je rappelle que l'Algérie, la Tunisie et la Libye ont signé aujourd'hui un accord portant création d'un mécanisme de concertation sur la gestion des eaux souterraines communes dans le Sahara septentrional. Vous le disiez, il y a des convoitises aujourd'hui. Les ressources naturelles sont très convoitées et la nappe albienne, justement, fait partie de ces convoitises aujourd'hui qu'il faut protéger. Tout à fait, parce que maintenant avec le changement climatique et avec la sécheresse et la raréfaction de plus en plus de la ressource en eau, donc il y a un risque d'abord de perdre le contrôle de ses propres ressources. Alors on trouve des mécanismes pour classer, vous le disiez, effectivement, donc cette nappe. Effectivement, maintenant, il y a des approches un peu qui sont défendues par des organisations non gouvernementales, mais bien sûr, derrière les organisations non gouvernementales, il y a des puissances. Et là, pour essayer de classer certaines ressources naturelles comme un bien public mondial par exemple, et à partir de là, on peut vous interdire carrément le droit d'exploitation de cette ressource, ou bien on va vous dicter à l'échelle supranationale, ou bien à l'échelle internationale, la façon avec laquelle vous allez exploiter cette ressource. Donc c'est votre ressource, c'est la ressource nationale. Donc il est important aujourd'hui qu'il y ait cette consultation, cette concertation et de protéger les biens. Tout à fait. Donc, il est très important d'avoir un cadre régional justement pour protéger ces ressources. Parce que maintenant, il y a la surpolitisation des questions du climat dans le monde. On l'a vu avec la taxe carbone, par exemple, avec le changement. Comment on veut taxer le gaz, par exemple, la taxe carbone. L'Union européenne a déjà voté le principe pour taxer à l'horizon 2030 le gaz. Donc, quand on n'est pas unis, on n'agit pas en bloc, c'est-à-dire on se positionne pas en commun sur ces questions géopolitiques, ces questions climatiques à l'international, donc on risque de perdre. Donc c'est pour cette raison, cet accord qui est signé aujourd'hui, bien sûr, permettant une concertation et un partage, c'est-à-dire des connaissances et des efforts sur une meilleure exploitation des ressources en eau, permettra justement à ces pays de se réapproprier leurs propres ressources aussi. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on ne voit pas la menace, mais il viendra demain, cette menace-là. Non seulement cette ressource en eau, mais il y a d'autres ressources aussi. Demain, ce ne sera pas les pays détenteurs de ces ressources, propriétaires de ces ressources, qui vont les exploiter, mais il y aura d'autres mécanismes qui seront fabriqués pour empêcher les États, l'État national, de les exploiter. Parce qu'en fin de compte, quand on a une mondialisation sauvage, néolibérale, il vise quoi en fin de compte? Il vise à démanteler toute souveraineté d'un État national sur les ressources, sur le territoire et sur le peuple. Donc c'est ça les enjeux. Et c'est pour cette raison... C'est aussi protéger sa souveraineté nationale. Sa souveraineté. Juste par rapport... Juste, je termine avec ce qu'il a dit notre ami Moussali par rapport à ce sabotage qui est fait par le Maroc. Donc, si on parle juste quelques indicateurs, donc avec l'UMA, il y a eu 37 accords et conventions signés. Donc la Libye a ratifié 35, l'Algérie a ratifié 29, la Tunisie 28, alors que le Maroc n'a ratifié que 8. Donc cela montre que réellement qui est vraiment pour la construction du Maghreb. Donc vous voyez, ils n'ont ratifié que 8 accords.
parce que c'est la ratification qui est la Oui, plus importante. Donc voilà, donc là, ça montre que la volonté ne vient pas de ce pays. Oui. Alors, Monsieur Rafat Habib, l'union des forces est indispensable aujourd'hui pour le développement économique et on sait que le volume des échanges entre ces trois pays reste faible et pourtant le marché maghrébin offre vraiment de grandes opportunités. On parle d'échanges dans le cadre officiel, mais on sait que du point de vue informel, il y a un véritable marché ouvert entre nos trois pays. Lorsque, par exemple, on donne les chiffres du tourisme en Tunisie, on ne dit jamais que la plus grande part des touristes qui viennent en Tunisie, ce sont des Algériens. Donc, je pense que du point de vue populaire, les gens ont déjà pris une longueur d'avance par rapport aux États. Cependant, Madame, j'aimerais revenir quand même sur un aspect qui est très très important, qui a trait à la question de l'exclusion. Je voudrais insister sur quelque chose. Il n'y a aucune forme d'exclusion vis-à-vis de n'importe quelle partie dans le Maghreb. C'est clair. On n'a jamais dit, et les leaders qui se sont rencontrés l'ont spécifiquement mentionné, il n'y a aucune forme d'exclusion. Mais la nouvelle architecture, aussi bien de la sécurité régionale que de la coopération économique, ne peut pas attendre la bonne volonté d'une partie ou d'une autre. Il faut absolument que l'on passe à l'acte parce que maintenant le temps presse. Oui. Je reviens maintenant à la question de l'économie. L'Algérie, grâce à sa coopération avec la Tunisie, a permis à notre pays d'avoir de l'énergie à longueur d'année. On n'a jamais eu de coupure d'électricité, etc. Notre voisin, la Libye, est un pays qui a énormément de potentiel au niveau énergétique, mais c'est un pays qui a un très gros problème d'électricité. Et donc, dans cette connexion des trois pays, la Libye va tirer vraiment profit de ça. Et je pense que ce sera un fondement pour une coopération future et pour la reconstruction en Libye. On ne peut pas reconstruire la Libye alors qu'il n'y a pas d'électricité ou d'énergie de bonne qualité. Autre chose, c'est que beaucoup de pays pensent qu'ils peuvent utiliser la Libye pour pouvoir concurrencer un peu l'Algérie sur la question du gaz, etc. Cette rencontre a mis les points sur les i. Il va y avoir aussi une coopération dans ce domaine. Je finis sur la question qui a trait à un point qui intéresse la Libye et l'Algérie de manière très directe. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Niger. Nous savons que les pays occidentaux qui sont retirés du Niger et du Mali, mais surtout du Niger, sont en train maintenant de fomenter d'énormes problèmes sécuritaires dans le nord du Mali. Et ça touche directement l'Algérie et la Libye. Ce qui s'est passé dernièrement, par exemple, dans la région de Bilma-Dorkou ou dans la région du Salvador Pass, à mon avis, annonce une véritable stratégie future des pays occidentaux qui voudraient déstabiliser la région. Or, on ne peut plus maintenant se permettre d'accepter ce genre de chaos qui est télécommandé par l'étranger. Parce que, c'est en train, bien sûr, de favoriser les réseaux de contrebande et surtout de contrebande des êtres humains, mais surtout, c'est en train maintenant d'encourager certains groupes terroristes qui ont été chassés de nos territoires grâce à la lutte menée par nos armées et nos services de sécurité contre les groupes terroristes. Ces groupes sont en train maintenant de vouloir migrer vers ces régions du Sahara-Sahel. C'est pour ça que nous devons avoir une même politique au niveau de la lutte contre le terrorisme et faire de sorte qu'aucune autre puissance ne puisse s'insérer dans le tissu régional parce qu'il y a un vide ou parce qu'il n'y a pas assez de coopération entre nos pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire non à l'inertie. Il faut absolument que l'on bouge et de faire de sorte que nos pays, l'Algérie, la Tunisie et la Libye ne soient plus une aire de prédation pour les pays occidentaux ou pour d'autres pays de la région. Agir sur la sécurité dans la région sahélo-saharienne fait partie intégrante de ce genre de réunion et de sommet tripartite. Bien sûr, mais il faut d'abord tenir compte des réalités. Donc, la première est que le premier chaos n'est pas simplement le fruit ou bien la cause de l'étranger. Donc, certes, il y a aussi les coups d'État. Donc, les coups d'État, c'est le premier cas où étaient les coups d'État. C'est le renversement des régimes démocratiques, notamment au Niger. Mohamed Bazoum a été élu d'une manière démocratique. Aujourd'hui, ces pays-là, ces nouveaux régimes, certes, se sont ligués avec des pays
on va parler de la Russie. La Russie est présente dans le Sahel parce qu'elle s'en sert comme un terrain de confrontation avec les États-Unis et l'Europe, principalement l'Europe pour des raisons sécuritaires. C'est-à-dire elle est en train de parasiter ou bien de chahuter contre les Occidentaux. Mais si demain, bien évidemment, la question de l'Ukraine est réglée, probablement ces pays-là vont s'effondrer parce que cette alliance est bâtie non pas sur une puissance économique, parce que c'est des pays vraiment très très fragiles sur le plan économique, ils ne peuvent pas résister, donc ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leur population, il ne faut pas s'en cacher et ne pas hésiter à le dire. Donc ce ne sont pas il y a un gros problème, même la Russie ne peut pas demain les soutenir économiquement du moment elle a des défis économiques très très sérieux auxquels elle est en train de faire face. Donc y compris aussi, on a vu la présence des Émirats au Mali. Bon, même si en arrière-plan, on pense que le Maroc essaye par tous les moyens d'être présent dans la région, mais les Marocains n'oseront pas aller dans un terrain qui appartenait ou bien touché aux intérêts français dans la région. Donc ça reste problématique et très complexe. Mais la réalité est telle que la question sécuritaire se pose. La première des questions à laquelle il faudrait que les trois pays posent, c'est le devenir des Touaregs, ceux qui ont été chassés de Kidal. Ces populations qui, par la force, par une brutalité sans précédent, ont été chassées du Kidal, des régions du nord du Mali. Donc les pays, ce qu'on appelle ce qui a été communément appelé l'Azawad, pose un problème sécuritaire non seulement pour l'Algérie, y compris pour la Tunisie, et pour le Mali, la Libye, parce que les Touaregs sont dispersés dans ces trois pays. Donc le premier défi auquel on fait face sur le plan sécuritaire et stratégique, puisque c'est une question qui sert de casse-tête pour non seulement l'Algérie, mais les trois pays, elle se pose avec acuité du moment que la question de la stabilité dans le Sahel ne revient pas et que l'accord d'Alger qui a servi à la stabilité au Mali n'est pas remis au goût du jour et remis sur le tapis pour qu'il serve justement de moyen de régler la situation au Mali. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Maliens, enfin les Touaregs, maltraités, subissant une violence sans précédent. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu ceux qui se sont réfugiés en Algérie, d'autres sont partis en France. Il faudrait que cette question-là soit réglée, parce qu'elle posera toujours un problème. Le chaos dans ces trois pays servira certes aux groupes armés, et on l'a vu en 2013, lorsque la question de l'insécurité en Libye et le fait que les armes étaient aussi librement en circulation ont servi à des groupes armés d'attaquer Tiganturin. Donc voilà un petit peu la situation sécuritaire, ce qui pourrait demain constituer comme menace, non seulement pour l'Algérie. On a vu ce qui s'est passé dans Djebel Shahanbi, les groupes armés sont entrés du sud. Il y avait même une ville dans le sud de la Tunisie qui a été vraiment attaquée par des groupes armés, contrôlée pendant quelques heures avant que justement les forces armées, une force tunisienne ne renverse la situation, ne reprenne le contrôle. Donc ce sont des menaces qui sont réelles. Et nous voyons même l'Europe aujourd'hui, attention, la France pense à quoi aujourd'hui? Je vais terminer avec ça. Avec justement les Jeux Olympiques, la France est en train de tout faire pour sécuriser cet événement en pensant au fait que les pays du Sahel peuvent constituer une menace. Alors, il nous reste quelques minutes pour clore cette émission. On va revenir sur cette importance d'intégration économique. Aujourd'hui, il faudrait faciliter les échanges commerciaux entre les trois pays. Le document de la déclaration de Carthage porte sur le lancement de l'île maritime, la réalisation d'un réseau routier pour les transports de marchandises, en plus de la levée de toute entrave freinant les échanges entre les pays. Il est essentiel aujourd'hui de mettre ces mécanismes en place. C'est indispensable. Même, je pense, il faut construire un nouveau paradigme intégrateur des pays du Maghreb dans le cadre justement du bouleversement actuel, c'est-à-dire du monde multipolaire. Parce que c'est incontournable, le monde multipolaire. Donc un nouveau paradigme intégrateur, une nouvelle logique intégratrice des économies maghrébines, surtout avec cette initiative louable des trois pays. Donc déjà l'Algérie elle a annoncé
les zones franches, donc aux frontières de ces pays, donc la Libye, la Tunisie notamment. Donc ces zones franches vont servir en quelque sorte de plateforme d'investissement aussi et de facilitation des échanges, parce que les zones franches frontalières, ce n'est pas seulement des échanges, c'est aussi une question de développement frontalier. Ce qui est nécessaire pour ces régions. Et l'Algérie, alors on la cite, hein, même si la Mauritanie est absente de ce sommet, il y a des relations bilatérales très importantes entre l'Algérie et la Mauritanie, la possibilité de développer ces zones frontalières également. Tout à fait, il y a eu même l'enregistrement d'une augmentation remarquable des échanges entre l'Algérie et la Mauritanie. Hein. Donc il y a un début quand même c'est-à-dire d'échanges entre les deux. Il y a une infrastructure effectivement qui se met en place, la zone franche, et la route Tindouf-Zouirat, 880 km je pense. Donc tout ça, ça va participer à dynamiser ces échanges. Et les zones franches frontalières, ils sont même intégrés dans la ZLECAf, avec comme des zones de libre-échange, c'est-à-dire ils sont considérés comme des zones de libre-échange, des zones franches frontalières, donc ça va y avoir un double bénéfice pour le développement de toute une économie des frontières entre l'Algérie et la Tunisie, et l'Algérie et la Libye. Plus de stabilité et puis il y a des facteurs d'intégration. Tout à l'heure, notre ami de la Tunisie parle effectivement, il y a 30% de la population libyenne n'a pas accès à l'électricité. Et l'Algérie, quand même, il a des champions dans l'énergie, son Atrak, son Algaz. Donc on peut participer même dans le partage de chaînes de valeur. Et là, justement, puisque j'ai parlé de paradigme, donc il faut voir la création des chaînes de valeur régionales. Merci, Monsieur Rafat Boub. Très rapidement, le mot de fin de cette émission. Aujourd'hui, il est essentiel de poursuivre ces consultations et d'aller vers ces réunions périodiques entre ces trois pays pour arriver ou espérer à une stabilité régionale plus importante et un développement commun. Bien sûr, et surtout que dans quelques semaines, dans quelques mois, on va pouvoir inaugurer la grande route transsaharienne qui va, à mon avis, redessiner toute la région au niveau économique, au niveau social. Et ces zones franches qui vont être créées entre la Tunisie et l'Algérie, entre l'Algérie et la Libye, vont permettre une certaine mise en cohérence de nos économies. Et peut-être qu'à un certain moment, il y aura même une mise à niveau de nos économies avec justement ces nouveaux paradigmes dont vient d'en parler le professeur, qui feront de sorte qu'il y ait une véritable intégration par le bas entre le peuple, entre les gens qui sont dans les échanges. Et ça va permettre réellement la construction durable d'un Maghreb uni. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Avant de vous quitter, chers téléspectateurs, c'est avec une certaine émotion que je vous annonce que cette émission marque la fin d'une belle aventure pour moi sur Canal Algérie, du moins momentanément. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler au fil des années. Leur dévouement et leur soutien ont été inestimables. Je ne pourrais citer tout le monde, mais je tiens à remercier particulièrement notre directeur, Adel Saadoun, pour sa confiance, Nawal Abeda pour son soutien indéfectible, Farah Tibouche, mon acolyte et ma fidèle amie, et bien sûr toute l'équipe de Questions d'Actu, Hassan Chakour, le maestro de Questions d'Actu, et sa main droite, Emina Boukhalfa, Halim Yaïch, rédacteur en chef adjoint des émissions, et toutes les équipes de la Régie 2 et toutes les régies avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et je n'oublie pas nos invités extraordinaires que j'ai eu le plaisir de recevoir au fil des années. Je souhaite également adresser un immense merci à nos collaborateurs, Kamel, Aïcha, c'est un plaisir de travailler avec vous. Et puis merci à Canal Algérie, à la télévision algérienne, pour m'avoir offert l'opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer professionnellement. Durant ces 20 dernières années, le programme de Questions d'Actu se poursuit normalement sur Canal Algérie. Merci à vous tous pour votre fidélité et votre soutien, et à très bientôt, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance.